Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. Vous imaginez, vous, trinquer au champagne avec votre psy à la fin de votre dernière séance ? C'est comme ça que Magali a terminé ses 6 ans d'analyse. Dans l'épisode que vous allez entendre, elle nous raconte cette dernière séance hors norme et comment, en se lâchant sur le divan, elle a pu lever des voiles, changer son rapport à ses parents, sortir de la honte et des normes pour devenir la femme, l'artiste et la mère qu'elle voulait. En parlant de la honte dans cet entretien, je me suis rendu compte qu'un des grands nœuds que j'ai travaillé en psychanalyse, c'est mon homosexualité et la honte de ma sexualité. J'ai envie de continuer à explorer ce sujet. Je crois que la honte se nourrit du secret. En parler, la mettre dans la lumière, c'est l'amoindrir et permettre de voir ce qu'elle essaye de cacher. Alors je cherche des personnes qui ont cheminé là-dessus et qui peuvent me raconter leur histoire. Envoyez-moi un email à guillaumefaidespodcasts, tout attaché, @gmail.com. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Bonjour Guillaume. Salut Magali. Je viens de manger des graines de chia, donc j'en ai un peu dans les dents. J'espère que ça va pas gêner les auditeurs et toi non plus. Donc je m'appelle Magali Soligna, j'ai bientôt 45 ans. C'est un chiffre assez rigolo pour moi. Je le trouve plein d'adultisme. Et donc voilà, je viens à peine de finir ma dernière séance de psychanalyse. Je suis maman de 2 enfants et je viens de Guadeloupe. Voilà, et ça fait à peu près 6 ans maintenant que j'habite à Fréjus dans le sud de la France. Et c'est l'été et ça fait un bien fou. Et j'ai dormi sur un bateau cette nuit. C'était trop bien. Et tu es comédienne. Et je suis comédienne, ouais. Je suis comédienne, clown, auteure de théâtre et metteur en scène aussi et professeur d'art dramatique. Mais alors raconte-moi du coup comment tu as découvert le podcast ? C'est ma psy en fait qui m'a envoyé le lien le lendemain qu'on a terminé le travail, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai répondu présente tout de suite, tu vois. Je me suis dit, en plus c'est ma psy qui me l'envoie, on a fini la veille, enfin il y avait tout qui coïncidait, quoi. Et qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à témoigner ? Justement la drôlerie de la fin de ma séance en fait, ce qui s'est passé pour ma dernière séance. Je vais te raconter. Je t'écoute. C'était quoi alors ? Comment s'est passée cette dernière séance ? Déjà, je savais pas que c'était la dernière séance. Ça fait 6 ans, moi, que je suis en analyse. Et à plusieurs moments, on s'était déjà dit, on va arrêter. Mais moi, j'arrivais jamais à arrêter, en fait. Je revenais tout le temps, tu vois. Elle voulait souvent, elle me disait, le travail est fait, on a bien travaillé, maintenant, c'est bon. Et puis là, au moment de prendre le rendez-vous à la fin, elle me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend un rendez-vous ? Et là, je dis, ouais, on peut y aller, on y va et tout. Et en fait, avec une amie à moi qui avait aussi été en analyse chez elle, on avait prévu une bouteille de champagne. En fait, j'ai pas bien compris. Tu me disais, je savais pas que c'était la dernière séance. Non. Mais pour autant, tu me racontes que tu avais prévu que ça soit la dernière puisque tu avais avec ton ami une bouteille de champagne prévue. En fait, non, j'avais pas du tout prévu. Ouais, enfin, tu vois, après, tu vois, c'est un peu marrant, tous ces trucs-là. Tu vois, j'avais pas du tout prévu que c'était la dernière séance. Et du coup, avec ma copine, on s'était dit, qu'elle viendra avec moi dans la voiture et tout ça, qu'elle attendrait pendant que moi, je suis chez la psy et qu'on redescendra ensemble. Et là, je lui ai dit, écoute, prends une bouteille de champagne, parce qu'elle l'avait eu aussi comme analyse. Parce qu'en fait, on écrit des petites séquences, en fait, des séances psy. Et on lui avait déjà envoyé quelques-unes des séquences, et à chaque fois où on boit du champagne dans nos séances et tout ça. Donc, si tu veux, le lien, il était là. C'était entre ce qu'on lui envoyait comme petit podcast, qu'on n'a jamais diffusé, et le champagne. Donc, en fait, j'avais pas prévu, mais on s'était dit, allez, viens, on va boire du champagne avec elle. C'est un truc un petit peu dingue, enfin, tu vois. Et à un moment donné, elle me fait, mais Magali, je crois vraiment qu'on a terminé et tout ça. Et là, j'ai pensé à la surprise de ma copine qui était dans la salle d'attente avec une bouteille de champagne. Et en fait, on était les dernières, en fait. Il était 8h30 du soir et je savais qu'elle n'avait plus personne après. Et à ce moment-là, je me suis dit, je crois qu'en fait, ouais, c'est la fin. Parce qu'il y a le champagne derrière. Et puis, une fois qu'on a bu le champagne avec sa psy, est-ce que ça peut vraiment être encore notre psy, tu vois ? T'as trinqué avec ta psychanalyste sur ta dernière séance. Ouais. Ah là là. Je suis jaloux. Dans le cabinet où tu venais de faire 6 ans de psychanalyse, tu sors l'apéro. Ouais. On n'a pas eu la même dernière séance. Ah ouais. Ouais, tu vois, il y a quand même un truc assez sympa, quoi.
Et en plus, elle m'a envoyé 2, 3 trucs de sa vie, alors que je n'y connaissais absolument rien. Donc pareil, ça, c'était un truc un peu fou, quoi. Dans quel sens? Bah, elle m'a dit qu'elle s'était mariée plusieurs fois. Enfin, tu vois, on était là, elle était derrière, mais on était toutes les deux là. Et elle était là, on avait nos petits chips au milieu, le champagne. Et ben, elle a un peu raconté des choses perso à elle, tu vois. Donc c'était un peu fou. Bon, pas qu'elle ait déjà vécu des fins d'analyse comme ça, tu vois. Et elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, on s'aime, mais on n'a plus besoin de se voir là pour travailler ensemble. J'ai trouvé que c'était hyper beau. Ah mais donc ta psychanalyste, en plus de prendre l'apéro, te fait une déclaration d'amour. Je sais pas si ça m'aurait été utile, ça. Moi, je sais qu'un de mes sujets, c'est la validation de l'autre. Ouais. Et du coup, je sais pas, peut-être que c'est ça dont j'aurais eu besoin, en fait, hein, de mon analyse qui me dit qu'il m'aime. Elle m'a pas dit qu'elle m'aime, elle m'a dit on s'aime. Elle m'a pas dit je vous aime. Non, pour moi c'est pas je vous aime, c'est on s'aime, on adore se voir, on adore partager ces moments ensemble, c'est précieux. En gros, ça voulait dire on n'est plus obligé de les partager là, quoi. On peut aller boire des coups. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Chose qu'on s'est jamais autorisée évidemment. Mais il y a d'autres. Mais je pense qu'on peut pas, ouais, on peut pas le faire. Mais tu vois, Comment tu sais que c'est terminé, ta psychanalyse? le champagne. Hein. Il y a que le champagne qui me dit que c'est terminé. Non, en vrai, comment je sais? Parce que souvent, enfin, tu vois, j'ai plein de copines qui sont en psychanalyse depuis 20 ans, 25, 30 ans, et tu vois, et moi, j'ai fait que 6 ans. Donc, je me rends bien compte que c'est pas beaucoup. Mais j'ai la sensation que ce qui m'arrive aujourd'hui, euh, j'ai les clés pour aller voir ce qui se cache en dessous, en fait, et de pouvoir trouver mon chemin, un peu comme une grande. Et que les plus grandes choses que j'avais à travailler, ben, ça a été fait. Et j'ai conscience aujourd'hui que même si je les ai travaillées, elles reviennent quand même, tu vois. Donc ça a été un choc un peu pour moi, tu vois, que je croyais qu'une fois que je les avais travaillées, hop, ça y est, c'était bon, j'avançais, et youhou, youpi, et tout, je suis libre et tout. Et je me suis rendu compte que non, qu'il y avait encore, à un moment donné, des trucs qui me revenaient en pleine tronche. Et tu vois, maintenant, je me dis, voilà, je peux vivre avec, en fait, et je peux ne plus forcément en avoir peur parce que je les connais. Est-ce que tu te sens à l'aise de me raconter ces grands sujets que tu as travaillé en psychanalyse? Non, pas hyper à l'aise, mais c'est vachement en rapport avec mes parents, tu vois, c'est comme souvent, je crois. Donc il y a beaucoup sur la scène de mon inconscient, il y a beaucoup de manque de repères, tu vois, à des moments où je me suis pas sentie comprise quand j'étais petite, ou pas écoutée, ou pas entendue, ou surtout, tu vois, à l'âge de 8 ans, et là je suis en train de faire un spectacle avec des élèves de théâtre à moi, où je leur demande tous de raconter un truc quand ils avaient 8 ans, tu vois. Ouais, les grands trucs, c'est la séparation de mes parents, avec des images assez fortes. Et j'ai commencé par là, en fait. Ce qui est cool, c'est que tout de suite, je suis rentrée au tout début des séances. Il faut quand même que je te raconte un truc qui est assez drôle. C'est que à ma première séance, donc quand je suis arrivée pour me garer chez elle, j'ai eu ma voiture dans le fossé. J'ai gardé le pied sur le frein pendant 2 heures, le temps que le secours, enfin, tu vois, la dépanneuse vienne m'aider, quoi. Et donc, ma psy, elle était là, j'avais le pied sur le frein, je lui disais, on peut commencer si vous voulez et tout. Enfin, tu vois, c'était assez imagé. Et il y a un autre truc, quand tu m'as dit comment je sais que c'est fini, c'est l'analyse. Il y a un autre truc, c'est que quand j'étais sur la route, en fait, j'ai vu une voiture dans un fossé. J'ai vu des gens qui étaient en train d'ouvrir la porte et j'ai vu le mec qui était au volant sortir de la voiture. Donc tout ça, si tu veux, ça m'a fait aussi mon petit film. Quand j'allais chez la psy, je fais oula, l'autre il sort du fossé et tout, tu vois. C'est vrai que il y a l'image du fossé, elle est assez présente, genre de sortir du fossé, tu vois. Donc il y a, attends, si je réfléchis au truc important, il y a le fait que j'ai voulu vachement protéger ma mère. Il y a le fait que j'ai eu besoin beaucoup de la reconnaissance de mon père, alors que j'ai pas fait ce que lui désirait que je fasse dans la vie, et que du coup, j'arrivais pas à accepter qu'il soit pas fier de moi. Et finalement, mon père a réussi à me dire qu'il était fier de moi, donc ça, c'est cool, tu vois. Euh,
d'avoir besoin. Au début, je croyais même que j'étais folle, un peu, tu vois, pas la grosse folie, mais parce qu'on me mettait un peu dans l'étiquette de la marginale, celle qui fait des trucs un peu foufou, tu vois. Donc aussi de sortir de ce cadre et en fait de me rendre compte que je suis hyper structurée. Tu vois, j'ai acheté un appartement, enfin, tu vois, j'ai ma carrière qui roule, tu vois, des choses comme ça, et puis de pas forcément avoir besoin d'un homme à mes côtés qui va être droit, machin, parce que je vais croire encore une fois que moi je suis trop faux folle. Enfin, tu vois, en gros, euh, en gros c'est me rendre compte que je suis quelqu'un de génial. En vrai, non, mais tu vois, il y a un truc un peu de, voilà, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est hyper équilibré, avec des grands défauts, avec des manquements aussi bien pour moi que pour les autres à des moments, mais qu'en même temps, je me rends compte que je fais toujours le maximum et le mieux que je peux, tu vois. C'est un peu ça. Moi, j'ai envie de comprendre Ouais. comment tes 6 ans de psychanalyse t'ont permis de changer ton rapport à tes parents ou à l'image que tu en avais, d'aller à la rencontre de toi et de changer aussi apparemment les préjugés que tu avais à propos de toi. Mm. Concrètement, comment ça a marché? Ouais, alors il y a un truc assez fou, tu vois, je me suis rendu compte que sur le divan, en fait, je pouvais ne plus avoir de barrière sur vraiment ce que j'avais ressenti ou ce que je ressentais envers mes parents. Et du coup, le fait de pouvoir le lâcher, le sortir, même avec des gros mots et tout, tu vois. En fait, au moment de le faire, je me suis dit, oh là là, ça va carrément même peut-être rompre mon lien familial. Et en fait, pas du tout. Le fait de formuler tous mes ressentiments et justement, encore une fois, les manquements qu'il y a eu ou quoi, que j'ai ressenti, euh, et ben, tu vois, même en traitant mes parents, ça m'a aidé à mieux les comprendre, à mieux les aimer, à mieux vivre ce que j'ai à vivre avec eux aujourd'hui. Et, euh, et c'est, ouais, il y a ça, parce que là je pense à ma mère, et par rapport à mon père, en fait, j'ai pas lâché l'affaire parce que ma psy, à un moment donné, elle me disait vraiment non, tu peux pas, enfin, vous ne pouvez pas aller lui demander ce que lui ne peut vous offrir et tout ça par rapport à ce désir qu'il voulait que moi je sois avocate, tu vois, et tout ça. Et moi, je suis comédienne, donc je réponds pas au désir de mon père. Et en fait, j'y suis quand même allée, je suis quand même allée le chercher. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en ai plus besoin, en fait, qu'il soit fier ou pas de moi, tu vois. Parce que bah, j'ai dépassé ce truc-là, quoi. Je suis une grande fille, même si, tu vois, j'ai 45 ans. Je te dis ça, ça s'est passé l'année dernière, quoi. Mais j'ai eu besoin quand même de passer par là. Et puis après, après, j'ai l'impression que le truc un peu magique avec l'analyse, c'est qu'il y a tout un chemin qui se fait tout seul. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour moi de te répondre là, c'est que ce que j'aime dans ce travail-là, c'est que je sors les choses, enfin que je sortais les choses, et qu'après je laisse le boulot se faire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui assez délicat pour moi de te dire quel nœud j'ai pu défaire, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait tout seul. Même si j'ai travaillé au moment où j'y suis, même si j'étais en contact pleinement avec mes émotions, mon cœur, que j'ai pleuré, que j'ai sorti des choses et tout ça. Et une chose quand même est sûre, c'est que j'ai dit sur le divan des choses que je n'avais jamais dites avant et dont j'avais honte. Et donc le fait d'avoir pu les dire, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si grave que ça. Et du coup, enfin tout ça, tu vois, c'est des voiles que j'ai pu lever. Merci, c'est super chouette. Je me connecte vachement à cette idée qu'en mettant des mots sur sur ce que tu crois honteux ou sur tes colères, Mm. il y a quelque chose qui se fait. Tu sais, moi, un de mes gros sujets, un de mes gros nœuds, c'est mon homosexualité. J'ai grandi à Versailles, dans un milieu assez conservateur. Alors je dis ça parce que j'étais dans un lycée catholique. J'avais aucune représentation d'homosexualité autour de moi. On Mm. n'avait pas la télé, donc j'en avais même pas sur les écrans, mais à l'époque, enfin tu vois, je suis né en 86, ça n'existait pas.
Et c'est vraiment ce lien entre homosexualité et honte, et donc sexualité et honte, je Mm. l'ai vachement travaillé sur le divan. Et si je me posais la même question que je viens de te poser, en effet, rien que le fait de dire, de mettre en mots, avec ce rôle allongé sur le divan sans voir mon Mm. analyste et dans la répétition, ça m'a beaucoup, en fait, j'avais l'impression de tirer sur des fils et petit à petit, dans la pelote se dénouer. Une fois que j'arrivais à dire des choses, d'autres choses appelaient d'autres choses. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup reconstitué mon chemin d'homosexualité, de découverte de ma sexualité, qui était entaché par la honte, interdit par la honte, et donc en remettant en mots tu vois ce que je veux dire, en Mm. nettoyant la honte, j'ai pu un peu me dire, ah non mais là en fait je suis en train de raconter l'histoire d'un enfant qui découvre sa sexualité, qui découvre son anormalité, sa sortie de la norme. Et je sais pas, ça m'a permis plein de choses, notamment de mettre des mots aussi sur ce que c'est la norme, Mm. en fait. Et pourquoi il faut être normal, quoi? Pourquoi il faut faire partie de cette Ouais. norme ou pas? Mm. Et je dirais pourquoi j'ai à ce point-là envie de faire partie de cette norme. Pour justement être validé par mes parents. Enfin, c'est marrant, je me connecte beaucoup à ce que tu dis. Et moi aussi, d'ailleurs, je me souviens avoir raconté ça à quelqu'un, qu'en fait, je pouvais insulter. Mais moi, j'insultais même mon analyste, Mm. plus ou moins directement, mais il y avait des sorties de colère que je me permettais sur le divan. Au début, j'étais là, oh là là, mais je suis en train de tout détruire, c'est sale, c'est mal. Et en fait, ça nettoie bien. Ben ouais, en fait, c'est hyper salvateur. Ouais, je me rappelle des fois où je lui parlais, mais je parlais vachement cru aussi, tu vois, avec, tu vois, des mots genre, ouais, niquer, bite, couille, enfin, tu vois. Et à un moment donné, je fais, oh là là, je vais loin. Puis elle me dit, non, non, je suis là pour ça, bite, couille, poil, allez-y, tu vois. Genre, et c'est vrai que des fois, c'était un peu de la provoque. C'était un peu de la provoque, mais au final, envers moi. Mais par contre, moi, par rapport à elle, j'ai toujours été hyper douce avec elle. Et j'ai toujours eu un rapport vachement doux dans le lien. Et la première fois quand on s'est vu, par contre, j'étais en face d'elle. Et elle m'a dit, dès la semaine prochaine, voilà, la deuxième fois après le fossé, quand j'étais en face d'elle, et elle m'a dit, la prochaine fois, je vous allongerai parce qu'en face de moi, vous êtes trop forte. Parce qu'elle est aussi psychothérapeute, tu vois. Et donc, c'est vrai que dès que je me suis retrouvée allongée, en fait, moi, c'est quand même ce que j'ai trouvé génial, c'est le lien directement. Enfin, moi, ça me fait, quand je suis allongée, ça me fait un lien direct avec un espèce de trou noir au niveau du plexus, tu vois, c'est bizarre, mais un lien comme ça. Et là, c'est comme si j'avais plein de portes et que bah, elle m'aidait à ouvrir les portes pour faire sortir tu vois, la boîte de Pandore, quoi. Donc, il y a un truc comme ça. Et un autre truc que j'adorais aussi, c'est quand elle me disait, allez-y, développez là-dessus, vous pouvez m'en dire plus et tout ça. Souvent, je me frottais les yeux comme une tarée et je voyais 1000 étoiles et j'adorais, tu vois. Et c'est comme si après, je m'accrochais à une étoile et pareil, je lâchais le truc, tu vois. Et effectivement, il y a quelque chose, quand tu parles de la pelote qu'on déplie, qu'on déroule, il y a quelque chose de l'ordre des petits morceaux comme ça qui sont complètement déconstruits et qu'en fait, quelque part, on va reconstruire autre chose parce que, ce qu'on dit, en fait, c'est une réalité de ce qu'on a perçu à un moment. Mais on aurait pu le percevoir de plein d'autres manières. Et quelque part, en fait, on va l'adoucir voilà, ou chier dessus, ou le cogner. Mais en tout cas, à un moment donné, on va le transformer. On va transformer la matière première. Et je crois que c'est ça le boulot qu'on a fait, c'est reconstruire pour nettoyer, quoi. C'est chouette. Et alors du coup, je me demande, cette dernière séance, est-ce que tu peux me la raconter dans le détail? Il y avait quelque chose de l'ordre du sentimental. Et puis il y avait un truc un peu lié aussi, le fait qu'en ce moment, je fais vachement, parce que c'était il y a pas longtemps, je fais vachement de méditation. Et en fait, il y a la méditation aussi m'avait fait faire un super nettoyage dans mes relations perso. Et donc j'en étais un peu là. J'étais dans les relations. Ah oui, j'étais dans les relations perso.
Et en fait, c'était un peu le nœud parce que je vis seule avec mes enfants, tu vois, depuis que je me suis séparée de leur père, et c'était à 12 ans. Et en fait, mon grand nœud, c'était être célibataire, avoir quelqu'un, vivre avec quelqu'un, pas vivre avec quelqu'un, enfin, tu vois, tout le truc, un peu la ritournelle. Après, j'ai eu des vraies histoires d'amour depuis que je suis séparée de leur père, tu vois. Et je sais qu'il y a un des trucs qui a été révélé à ce moment-là, c'est je veux vivre seule avec mes enfants et avoir un homme avec qui vivre ma vie sentimentale, tu vois, mais que j'ai, voilà, comme si, ok, non, mais ça c'est bon. En fait, je veux vraiment ça, quoi. C'est, voilà, ça c'est un des trucs qui est sorti où je suis tranquille avec ça. Parce que c'est vrai que malgré tout, c'est pas être dans la norme de pas vivre avec un homme, avec ses enfants. Tu vois, chacun cherche un peu la normalité où il va. Moi, on peut me traiter d'égoïste, de pas vouloir partager la vie avec un homme au quotidien, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, il y a ce truc-là, j'ai l'impression il est un peu clair, même si je sais que tout peut changer, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas mal de. J'aime bien savoir ce que je veux parce que j'arrive assez facilement à créer, donc tu vois. Donc la psychanalyse aussi, ça me sert à savoir ce que je veux pour y aller, quoi. Et je crois que le boulot, il va continuer à se faire parce que tu vois, je dis au présent, hein, je dis la psychanalyse, ça me sert. Ça veut dire qu'en fait, je crois que le travail, il continue en fait là. Je peux pas me dire que c'est terminé, même si j'y vais pas. J'ai pas l'impression que j'ai fini parce que toi, j'en parle au présent. Et il y a un autre truc quand même qui m'a fait me dire que j'étais à la fin, c'était qu'avant, j'étais hyper à cheval sur mes rendez-vous. Tu vois, parce qu'ils étaient changeants, mais je savais exactement quand j'avais rendez-vous, j'attendais le rendez-vous, tout ça, j'étais à fond. Et là, les 3-4 dernières séances, je savais jamais quand j'avais rendez-vous. J'étais toujours un peu, tu vois, ah oui, oh, j'ai rendez-vous. Tu vois, c'était plus du tout une priorité, quoi. Mais comment savoir la différence entre j'arrête parce que je suis arrivé là où j'avais envie d'arriver et j'arrête parce que on arrive à un niveau qui me défie trop et je ne devrais pas arrêter, je devrais continuer à creuser parce que je tiens quelque chose, mais c'est trop dur Non, c'est et pas donc ça. j'arrête. Non, moi, là c'est pas ça. Moi, je suis vraiment allée creuser, tu vois. J'ai jamais, enfin, jamais, non, c'est pas vrai. Mais la majeure partie des séances, j'y suis allée, tu vois. J'y suis allée vraiment. Parce que je pense que par rapport à mon métier, c'est plus facile aussi, peut-être, tu vois, je sais pas, hein, mais d'aller chercher les émotions, tu vois, puis j'ai une partie de moi qui arrive aussi bien à aller pleurer qu'à rire, tu vois. Donc il y a un truc où j'ai pas peur d'y aller parce que je sais que l'émotion, elle va pas me dominer éternellement, quoi. Donc du coup, non, je dis pas que le travail est fini à vie parce que ça se peut que je reprenne, tu vois. Et en plus, il y a un vrai plaisir, il y a peut-être même une addiction. Mais en tout cas, c'est pas une fuite, ça c'est sûr. Là aujourd'hui, tu as fait 6 années d'enquête psychanalytique. Est-ce que tu aurais un conseil à te donner à la toi qui n'a pas encore commencé la psychanalyse, qui va commencer la psychanalyse? Ouais, bah, le conseil, c'est vas-y vite, perds pas une seconde. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, parce que voilà, le conseil, c'est vas-y, parce que c'est un chemin immense vers toi, Magali. Tu vas découvrir le dessous de l'iceberg, quoi. Pour moi, le conseil, c'est vas-y parce que ce que tu crois et ce que tu vois n'est pas ce que tu es forcément et ce que tu veux. Et donc le lien entre ce qui peut te pousser à et ce dont vraiment tu as envie, quoi. Super chouette. Mm. Merci Magali. Merci à toi, Guillaume. C'est cool, hein, c'était sympa. C'était sympa, tu vois, j'ai sorti des trucs vraiment de manière hyper spontanée et sans réfléchir. Donc c'est bien, on verra ce que ça donne, tu vois.